Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, nous sommes en direct du lundi au jeudi sur Sud Radio pour une émission extraordinaire qu'on ne voit nulle part ailleurs que sur Sud Radio. On vit pas dans la même France, voilà. Cette émission qui casse les codes, qui permet à deux mondes que rien, mais alors rien du tout, ne relie, voilà c'est ça, finalement de se rencontrer, de se parler. Et alors vraiment on a des super surprises, alors des fois négatives, des fois positives, hein, mais au moins on essaye de faire avancer le débat et on fait participer des gens qui sont un petit peu fâchés avec la politique parce qu'ils ne les comprennent pas, et à travers les influenceurs qui eux arrivent à fédérer des centaines voire des millions de personnes sur leurs réseaux sociaux. Alors je le redis chaque soir, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, les influenceurs en attendant ils ont un talent, c'est qu'ils fédèrent un max de monde. Voilà, 100 000, 200 000, 1 million comme Julia Paredes ce soir, on va en parler. D'ailleurs on reçoit cette star des réseaux sociaux, cette star du petit écran, merci, cette star de la télé-réalité, Julia Paredes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on va débattre, Julia, tu vas débattre ce soir avec Hervé Solignac, qui est député Enchanté. PS de l'Ardèche, qui vient d'arriver. Bonsoir, Hervé. Alors nous, chez nous, c'est très famille. Hein. Nous, on est très copains, on est très potes. On est à la maison. Voilà, on est un peu à la maison, on casse un peu les codes. Et bien sûr, je suis accompagnée de mon plus fidèle allié, Mathias Renner. Bonsoir Magali. Ouais. Ça va Mathias? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de pas drôle ce soir? Alors, demain soir, c'est Halloween. Je sais que c'est Halloween. J'ai trouvé mon déguisement. Le thème, c'est prisonnier. Ah bah c'est parfait. Et je me déguise en quoi? En Mathias. Je sais pas. En Nicolas Sarkozy. Oh non, t'es horrible. Est-ce que c'était une blague? Non, c'est vrai. Eh ben, c'est horrible. C'est nul. Je vais me mettre sur les genoux. Ouais. Pour être à sa taille, et je me déguise en Nicolas Sarkozy. C'est pas drôle ça, c'est pas drôle Mathias, enfin. Mais il est bien le déguisement ou pas? Hein? Il est bien le déguisement. Non, c'est nul, arrête. Moi je l'aime bien Nicolas Sarkozy. Moi aussi je l'aime bien, mais c'est drôle. J'aime bien, je l'adore, mais c'est un président, c'est institutionnel, voilà, c'est comme ça. On a toujours. Bon, bref, c'est pas le sujet. Alors, ce soir, on va débattre sur un sujet. Alors, on l'a posté tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Autant vous dire qu'on a déjà eu des tonnes de réponses. Alors là, énormément de réponses. Ça a agité tout le monde. Le pouvoir d'achat, la ruralité, la fracture territoriale. Bref, faut-il arrêter d'aider ceux qui ne veulent pas travailler? C'est un vrai débat en France. Il y en a qui disent que il faut aider les gens, il faut les soutenir. D'autres disent non, on en a marre, on travaille pour les autres, etc., etc. C'est un vrai débat. Et on reçoit ce soir donc un député du Parti socialiste qu'on est ravis d'accueillir, et Julia. Alors, je vais commencer par Julia. Alors, je refais ton portrait, Julia. Ah oh là, t'as du boulot. Même si tu l'as déjà refait 100 fois. Oui, je l'ai déjà refait beaucoup. Alors, Julia, tu es une figure emblématique de la télé-réalité, connue pour ta sincérité, ta force, ton parcours de maman. Depuis les débuts dans Friends Street puis Les Anges, tu t'es imposée par ton authenticité et ta sensibilité. Le public t'a vu évoluer, affronter des épreuves sans jamais baisser les bras. Aujourd'hui, tu inspires par ta résilience et ton envie d'aller de l'avant. Tu es une femme vraie, passionnée, une maman dévouée que beaucoup admirent. Merci d'être de retour avec nous dans l'émission. Merci pour ce joli portrait. Ouais, t'as vu, c'est la classe. Il est mieux que celui que je me suis fait refaire. Ouais. En même temps, c'était pas dur. Le mien, il était plus cher, mais toi, il est Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Alors, on a changé de Premier ministre depuis que tu es venu. Nicolas Sarkozy est en prison. T'as pas l'impression que c'est digne des anges de la télé-réalité un peu ce qui se passe? De toute manière, la France est une télé-réalité à elle toute seule, j'ai l'impression. Il se passe tellement de choses, il se passe encore plus de choses que chez nous quand on est en tournage. Il y a beaucoup de choses ici. Mais moi, je suis venue dans les débuts. Je suis venue, je crois, ta deuxième télé. T'es venue à la troisième. C'est radio. Ouais. Oui, radio, pardon. Et t'as fait un débat avec Clémentine Autain. Exactement. Et je dois dire que je crois que qui en fait était très sympa. Oui. Vous êtes échangé les numéros à la fin. J'espère que Clémentine Autain est sympa, oui. Confirme. Très sympa. Deux mondes les opposés. Hein. Ça veut dire Clémentine Autain qui vient pour nous expliquer qu'il faut plus taxer les riches, qui se met à débattre avec Julia Paredes qui est exilée à Dubaï. Voilà. C'était Clémentine Autain et Julia Autain. C'était vraiment improbable l'histoire, mais c'était super intéressant. Mais très sympa. Et franchement, ça a fait du bien. Voilà, ça a fait du bien. Moi, je trouve que c'était très constructif. Et est-ce que tu t'inquiètes un petit peu pour tes enfants quand tu vois la politique française
et la crise qu'on vit aujourd'hui en France? Évidemment que je m'inquiète. Je pense que toutes les mamans s'inquiètent aujourd'hui de tout ce qui se passe pour nos enfants. Là, dans quel monde en fait ils vont grandir? Donc évidemment que je m'inquiète. Après, moi, j'essaie de les protéger au mieux. Je pense qu'ils vont aussi tirer de ma force. Là, en ce moment, t'es revenu un peu en France. Oui, je suis un petit peu en France pour la famille, mais c'est pas pour rien qu'on fuit un petit peu la France de temps en temps. C'est parce que évidemment tout ce qu'on voit nous fait peur. Et quel âge sont tes enfants? 8 ans et 4 ans. Oui, c'est des petits. Oui, ils sont tout petits. Ils réalisent pas tout ce qui peut se passer, comme tu dis, les changements de Premier ministre, etc. Mais évidemment, ils vont le voir plus tard. Alors, tu préfères qu'ils grandissent en France ou à Dubaï? Je peux peser le pour et le contre. Je te dirais la France pour qu'ils soient près de ma famille et pour qu'ils aient quand même les valeurs françaises qu'on adore. Moi, j'ai tout fait en France, j'ai vécu en France et j'adore la France. Mais justement, vu la France dans laquelle on vit avec l'insécurité, etc., j'aime bien parfois les mettre à Dubaï dans ce petit cocon. Tu vois, cette bulle un peu protectrice, mais voilà, c'est un peu des deux, quoi. Je suis un peu partagée. Et alors, on va le rappeler, tu as vécu donc à Dubaï, en ce moment tu es en France. Est-ce que tu vois une vraie différence quand même quand tu es ici et là-bas? Au niveau de quoi? Sur quel point de vue? Impôts, on va se faire la totale. Quand on parle de Dubaï, on parle de sécurité et d'impôts en général. Ça, on en a parlé la dernière fois. C'est sûr que il n'y a rien à voir avec ici, il n'y a pas d'impôts. Alors on a d'autres taxes, attention, Après la vie est très chère là-bas. La vie est très chère. Ici, on a beaucoup d'aides par rapport à la médecine. Là-bas, on paye tout. Donc il y a vraiment, je pense que c'est une balance en fait. Après, au niveau de la sécurité, je pense que c'est indéniable. On est beaucoup plus en sécurité à Dubaï qu'en France. Ouais. Il y a beaucoup de problèmes ici. Je pense qu'il s'est aussi accumulé. Il y a plein de choses qui n'ont pas été réglées en temps et en heure, et je pense que ça s'est accumulé. Et maintenant, comment on va faire pour mettre une bonne sécurité en France avec tous les problèmes qu'on a? Dubaï, en fait, c'est dès qu'il y a quelque chose. Bon, après, c'est pas du tout la même, voilà. Mais ils vont sévir. Alors, donc, il peut pas se passer de choses très graves. On va parler des aides justement pour les gens qui travaillent pas, etc. Est-ce que ça existe le chômage à Dubaï? Non. Ça n'existe pas. En fait, les aides à Dubaï, c'est uniquement pour les résidents, pour les Émiratis. Donc, par exemple, il y a des résidents quand ils vont... Qui sont déjà tous millionnaires. Donc non, mais en fait, tu vas avoir des personnes âgées, tu vois, qui vont, par exemple, ne pas payer d'électricité, qui vont pas payer, ça va être offert par l'État parce qu'ils sont résidents. Par contre, tous les expatriés auront toutes les écoles payantes, tout ce qui est santé, etc. Ils devront payer. Par contre, les résidents, comme nous en France, tu vois, il y a l'école publique on paye pas, etc. C'est pareil là-bas, mais c'est uniquement pour les Émiratis. Pour les Émiratis. Tous ceux qui viennent de l'extérieur, donc tous les expatriés, doivent payer tout ce qui est santé, école, etc. Donc pour vous, les Français qui partez vivre à Dubaï, l'école est payante obligatoirement. Évidemment, on n'a pas d'aide. L'école n'est pas. Il faut avoir un bagage solide pour partir, quoi. Oui, exactement. Les moyens, c'est pas la même. Mais vie, non, il n'y a pas d'aide. Et puis, alors, c'est pas une histoire de chômage, je pense là-bas, mais il y a des aides, comme je t'ai dit, par rapport aux résidents et aux Émiratis qui, quand ils vieillissent, qui peuvent plus travailler, etc., se voient offrir tout ce qui est, tu vois, il n'y a pas de chauffage, mais c'est la clim. Ouais. Tout ce qui est électricité, etc. Ok. Alors. Et parfois même les maisons. Ah bon? Ouais, il y a parfois même des maisons qui sont. Et combien ça coûte l'école à peu près à Dubaï? Je dirais 3 000 € par mois quand tu as 2 enfants. À peu près. Selon les écoles, ouais. Mais c'est bien plus cher même qu'une école privée française quasiment. Oui, c'est très cher. 3 000 € par mois? Ouais, dans les 3 000 €. Et tu sens une différence entre l'éducation là-bas et l'éducation ici? Alors, je t'assure que pour le prix, du coup, tu les mets à l'école tous les matins. Tu les laisses pas rester de dos à la maison. La seule différence, c'est que mes enfants sont bilingues et ils parlent plusieurs langues, mais je trouve que franchement, l'école en France est très bien. L'éducation française est très bien. Donc, la seule différence, c'est au niveau des langues. C'est tout. Ils apprennent des langues là-bas et c'est obligatoire. L'anglais et l'arabe est obligatoire, donc. Alors on a vraiment hâte d'entendre les observations de Hervé Solignac. J'ai peur. que vous aurez. Mais non, vous venez de dire que l'éducation nationale en France était très bien. Moi, je suis ravi d'entendre ça. Et vous venez de dire que le pays dans lequel vos enfants grandissent apprennent mieux les langues. Moi, je concède volontiers qu'en France, l'éducation nationale est assez mauvaise pour l'apprentissage des langues étrangères. Ça, je prends votre retour juste après cette petite pause. Restez avec nous. On va analyser la réponse de Hervé Solignac, député du PS, qui va réagir à tout ce que vient de nous dire Julia. À tout de suite sur Sud Radio.
Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, nous sommes en direct du lundi au jeudi, mais je viens de réaliser qu'on est jeudi aujourd'hui. Eh oui, bravo. Ça veut dire que c'est mon dernier soir avec vous de la semaine. À coller les jours de la semaine, c'est incroyable. Je suis trop triste. Non mais tu sais que j'ai un vrai vide maintenant le week-end quand Oui, en fait le jeudi soir quand je finis la radio, le vendredi j'ai l'impression que je suis déjà en week-end, ça me manque. Voilà, vous me manquez les amis. Alors, réagissez avec nous sur les réseaux sociaux. Mathias, sur quel numéro ? Alors, il y a le numéro pour les auditeurs, le 0826 300 300. Ouais. Et il y a le petit SMS Magali plus le message au 720 18. Parfait. Tu vois, tu le connais pas, toi, ça fait 2 mois. Il faut bien que tu serves à quelque chose. Ouais, si t'es là, excuse-moi. Je suis là pour combler le vide. Voilà, exactement. Et pour faire des blagues nulles. Non, je rigole. Alors, ce soir, on reçoit donc Julia Paredes, influenceuse star sur les réseaux sociaux, à la télé, sur le monde depuis cet écran, etc. On ne compte plus son million et quelques d'abonnés. Qui va débattre avec Hervé Solignac. Bah dis donc Hervé, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est Clémentine Autain. Je suis désolé. C'est Clémentine Autain qui nous dit que trop de conneries. C'est une alerte et je vous dirai pas pourquoi. C'est Romain Eskenazi qui arrive. Non, c'est pas Romain non plus. Une alerte de quoi? On veut tout savoir. Vous ne saurez rien du tout. Vous ne saurez rien du tout. J'en connais un qui a un date après. Non, pas du tout. Ah, c'est quoi? Non. Un truc politique? Non, c'est un petit cachet à prendre si vous voulez savoir. Mais pas celui que vous croyez, c'est pour le cholestérol, voilà. Vous savez tout. C'est comme nous et les pilules. Non, vous inquiétez pas, ça ira très bien. C'est comme nous et les pilules, on a l'alerte. Mais voilà. Un petit verre d'eau? Non, ça ira très bien, je vous remercie. Je suis désolé de vous avoir perturbé avec ma vie médicale. Magali, je vais prendre son pouls toutes les 10 secondes. Chez nous, c'est comme à la maison, vous savez, c'est très détendu cette émission. Je me sens très bien. On change de tous les codes qu'on peut voir habituellement. Alors, le thème de ce soir, c'est faut-il arrêter d'aider ceux qui ne veulent pas travailler? Ça fait un vrai débat. Hervé Solignac, vous êtes député du Parti Socialiste de l'Ardèche. L'Ardèche, c'est magnifique, l'Ardèche. C'est magnifique, je vous le confirme. C'est le plus beau département du monde. Mais... L'Ardèche, ouais. Franchement, vraiment, ouais. Connu pour votre engagement constant au service des territoires et de la justice sociale, vous êtes élu à l'Assemblée nationale depuis 2017. Oui, c'est ça. Vous êtes un vieux député, vous. Hein. Ah bon, 2017, vous trouvez ça vieux, vous? Bah, ça veut dire que vous êtes en poste depuis longtemps, quoi. Ça fait que 8 ans. Bah, c'est pas mal 8 ans quand même. Laissez-moi encore un peu de temps. Il y en a qui tiennent pas longtemps. Ouais, bonne remarque. Quand on voit la durée de vie des gens en politique, ça vient. Ouais. Maintenant, comment ils appellent ça, ils vous refont voter tout le temps là, les dissolutions, etc. Il y en a très peu qui restent quand même sur le long terme. Vous voyez, j'ai été reconduit, donc peut-être que ça veut dire qu'on m'aime un peu. Ça veut dire que vous êtes un bon député. Moi, je me fie aux gens. Voilà, si les gens ils vous ont élu, c'est que depuis 2017, c'est que vous faites vos preuves. Alors, vous défendez avec conviction les valeurs de la solidarité et de la proximité. Votre parcours est ancré localement et tourné vers l'intérêt général. Vous incarnez une politique humaine, à l'écoute des citoyens et attentive aux réalités du terrain. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre vision d'élu engagé. Merci, c'est flatteur ce que vous venez de dire. C'est un beau texte. Ah oui, c'est magnifique. Mais ça fait des beaux portraits, Magali. J'ai pas cru que vous parliez de moi d'ailleurs. Tellement c'était beau et flatteur. Bon, alors on se la refait. Alors, pourquoi vous avez décidé de vous lancer en politique? Comment vous en êtes arrivé là et qu'est-ce que vous faisiez avant? J'ai fait un peu de journalisme dans un petit hebdo local qui s'appelle La Tribune de Montélimar. Et puis ensuite j'ai travaillé pour un élu très tôt, et quand vous travaillez pour un élu, soit vous restez dans le rôle de technicien, soit vous avez assez rapidement envie de prendre sa place ou de faire comme lui. Et donc j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la barrière et d'être élu à mon tour. Donc j'ai été élu municipal, départemental, régional et maintenant national. Je considère que c'est un parcours et une évolution naturelle qui m'a conduit à l'Assemblée nationale. Ouais. Trop bien. Voilà. Très fier de vous. Très fier de moi. J'en tire pas une gloire particulière, mais j'aime ce que je fais, j'aime les autres, je crois. Je pense que pour faire de la politique, il faut aimer les autres, sinon on fait autre chose. Et je pense qu'il y a tellement de problèmes dans ce pays, dans ce monde, que si on veut contribuer à les résoudre, c'est pas plus mal, quoi. Voilà, c'est comme ça que je conçois la vie politique. Ouais. Alors vous êtes un grand défendeur du peuple et de nos régions. Défenseur, c'est bien aussi, non? J'ai pas dit. Défendeur. Défendeur, mais vous avez le droit. Ça se dit pas, défendeur? C'est vrai?
Nous, on est dans la même France, tu vois, Magali. Moi, je t'ai compris, par exemple. J'ai compris ce que tu as dit. J'ai compris aussi. Après, Magali, elle a arrêté l'école au CP. Vraiment, c'est pas vrai. J'ai eu mon bac avec mention bien. Alors, s'il te plaît, tu l'as acheté combien celui-là? Je l'ai pas acheté. Mais par contre, moi, je parle. Alors, une partie de la France me comprend, je suis sûre. Tu sais qu'un jour, j'ai dit à l'antenne, j'ai dit, je suis cultivée, les gars. Non, je suis culturée. Je suis culturée. Bref, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est très détendu. Alors, vous êtes un grand défenseur du peuple et de nos régions. Vous trouvez qu'on oublie les gens de la campagne trop souvent en politique ou pas? Ah oui, carrément. Soit on les oublie, soit on les caricature, soit on les prend pour des ploucs. Alors que je rappelle quand même que la campagne, accessoirement, fait manger à peu près la totalité de ce pays, même si on importe des denrées alimentaires. Si on n'a pas la campagne, on mangerait très mal. Que la campagne, c'est l'endroit souvent, pas toujours, mais où on va en vacances. On va aussi au bord de la mer, mais enfin, on va à la campagne. Bref, il n'y aurait pas de vie sans campagne. Il n'y aurait pas de vie non plus dans nos centres urbains. Voilà. On a besoin des deux. Et je trouve que la campagne, on l'oublie, on la traite mal. On l'oublie parce que c'est pas là qu'il y a des habitants. Moi, ma circonscription, elle est immense. 100 communes, 100 000 habitants. Vous voyez la taille moyenne des villages. Même si vous avez arrêté l'école en C20, vous arrivez à calculer la taille moyenne des villages en nombre d'habitants. Et je trouve que c'est dommage parce qu'un habitant, quel que soit son lieu de vie, doit être considéré de la même manière qu'il habite au fin fond de la Creuse ou dans le 6e arrondissement de Paris. Après, moi j'ai été très choquée, on a pris ça dans cette émission et c'est aussi à ça que ça sert cette émission sur Sud Radio. C'est par exemple le salaire des maires de campagne. C'est-à-dire les petits villages de campagne, les maires ils sont payés, je crois, au minimum 250 € par mois, un truc dans ce style. Ouais. C'est peu. Oui, parce que le maire il est payé en fonction du nombre d'habitants dans la ville et dans le village. C'est-à-dire qu'un maire d'un petit village, alors qu'il travaille 10 fois plus parce que lui il devient le repère du village, il gagne 250 ou 300 € quoi. Oui, c'est même plus tragique que ça. C'est-à-dire que le maire, il n'est pas tout à fait payé, il est indemnisé. Autrement dit, il n'y a pas de cotisation, il cotise pas à la retraite, il n'y a pas de protection sociale. Ah bon? Et ce qui lui est versé, c'est simplement pour compenser ses frais. Et lorsque vous avez un maire qui perçoit quelques centaines d'euros pour compenser ses frais, alors qu'il a des kilomètres à faire dans la semaine parce qu'il a des réunions, etc., parfois vous en avez qui sont pour leur poche. Mais moi je trouve ça honteux parce que ça montre à quel point on se débarrasse justement des campagnes. C'est-à-dire que ça montre à quel point on maltraite les gens qui s'occupent de nos campagnes et qui s'occupent de nos villages. Donc voilà. Bon, petit aparté. Alors, on vit en ce moment une crise politique qui a un vrai impact sur le portefeuille des Français. Est-ce que vous pensez que l'on peut s'en sortir rapidement de cette crise ou c'est foutu pour nous là? On est comment là? Rapidement, il faudrait que je sois très optimiste pour vous dire qu'on pourrait s'en sortir rapidement. Néanmoins, je pense que la vie politique elle est faite de cycles et qu'on est à la fin d'un cycle. Le cycle qu'on a connu, c'était deux grands blocs, la droite, la gauche, qui alternativement exerçaient le pouvoir. Tout ça a à peu près disparu avec l'arrivée d'un président de la République qui nous disait qu'il était ni de droite ni de gauche et qui a accéléré la décomposition du paysage politique. Et on va rentrer dans une phase de recomposition du paysage politique. Je ne sais pas exactement ce que sera cette recomposition. Probablement des gens de droite qui vont se marier avec l'extrême droite, des gens du centre qui vont peut-être se marier avec une partie de la gauche, j'en sais rien. Mais je pense que on est à la fin d'un cycle et au début d'un autre. C'est comme ça, il faut l'accepter. Ce qu'on a connu dans le passé a vécu. Vous pensez quoi du double, on peut dire presque double quinquennat d'Emmanuel Macron? Je pense que Emmanuel Macron, quand il est arrivé, a suscité beaucoup d'espoir. Chez moi, il a même suscité de la curiosité. J'ai pas soutenu Emmanuel Macron, mais j'étais curieux de voir cet homme jeune, dynamique, qui parlait bien anglais, etc. Et la déception a été à la hauteur de l'espoir qu'il a suscité. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier mandat où il s'en est à peu près sorti, et puis un deuxième mandat où on a eu le sentiment d'abord qu'il est arrivé un peu en roue libre, et où les choses se sont pas du tout passées comme certains pouvaient l'espérer. Moi, j'avais pas beaucoup d'illusions, mais comme certains pouvaient l'espérer. Et en réalité, il n'a pas renversé la table comme il promettait de le faire. C'est dommage. Alors, ce soir, on va se poser la question sur le pouvoir d'achat, la ruralité, les fractures territoriales. Est-ce qu'il faut arrêter d'aider ceux qui ne veulent pas travailler? L'aide sociale, est-ce encore un filet de sécurité? Ou est-ce que c'est devenu une trappe à inactivité pour vous? Alors, je la refais dans notre langage à nous. Parce que ça, t'as compris? Ouais, j'ai compris. Ok, super. Sinon, on te met les sous-titres. Ça va, j'ai compris. On n'a pas eu faire ça pour Océane la dernière fois. Ouais. Non, c'est bon. Océane est libère influenceuse. Tout compris. Trappe à inactivité, ça veut dire qu'on choisit de rien faire et de vivre des minima sociaux. C'est ça, trappe à inactivité. Ouais. Moi, j'ai encore jamais croisé. Pourtant, je vous jure que dans ma permanence, je reçois beaucoup de monde. Hein. Parfois, je suis pas le député législateur qui fait la loi, je suis le député assistante sociale. J'ai encore jamais croisé quelqu'un qui me dit moi, j'ai les 650 balles du RSA et je suis méga heureux et je suis volontairement allé vers les 650 € du RSA. J'en ai jamais vu. Peut-être qu'il y en a, mais j'en ai jamais vu. entendu ce genre de discours. Le chômage, c'est autre chose.
j'ai vu effectivement des personnes me dire j'ai travaillé pendant 15 ans, la boîte a fermé, là j'ai du chômage, je vais rester quelque temps au chômage. Je trouve pas ça très classe, voilà, bon, je vous le dis. Et ça effectivement, je l'ai vu. Mais le chômage, c'est quand même une autre histoire. Il y a 2,5 millions de personnes en France qui sont au chômage, et il y a, bon an mal an, 400 000 offres d'emploi. Donc même si demain vous trouviez à pourvoir ces 400 000 offres d'emploi, vous auriez plus de 2 millions de personnes qui n'auraient pas de boulot, parce qu'il n'y a pas d'emploi en face. Il y a quand même quelques réalités des chiffres. Donc ceux qui nous feraient croire qu'il faudrait couper des minima sociaux pour résoudre le problème du chômage, ils nous mentent. C'est pas vrai. Ça marcherait pas comme ça. Et en plus, si je peux me permettre, quand on fait de la politique, il faut se poser la question de savoir quelles seraient les conséquences de ce qu'on veut faire. Couper la totalité des minima sociaux, c'est aller au-devant de graves difficultés quand même, parce que celui qui demain n'a plus un centime pour remplir son frigo, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient se servir dans votre frigo, enfin le mien, le vôtre, et ceux qui ont la capacité à le remplir, le frigo, des gens qui ont des revenus, quoi, voilà, pas forcément que des gens riches. Bon, donc il y a aussi derrière des politiques sociales la nécessité de traiter avec dignité les gens pour pas en faire non plus des délinquants. Bon, et ça personne n'ose le dire. Alors bien sûr qu'il y a un équilibre à trouver et qu'il est absolument impensable que l'on puisse s'enrichir et vivre confortablement dans ce pays uniquement grâce à la solidarité des autres et de ceux qui travaillent. Ça, c'est pas des choses que moi je défends. Mais je ne crois pas que ça existe en réalité. Vous pensez qu'il n'y a pas de ce genre de personnes en France ? Si, ceux qui trichent. Et donc il y en a beaucoup. C'est-à-dire que vous avez effectivement des gens qui perçoivent des minima sociaux et puis qui à côté font un petit boulot, black, etc. Ou la sécu, les arrêts maladie. Les arrêts maladie, c'est encore une autre histoire. Mais c'est des aides pour des gens. Pour certains, c'est une vraie aide essentielle et obligatoire. Et puis pour certains, c'est la l'arrêt maladie, c'est le chômage déguisé, quoi. Mais tout ça, c'est pas pour tout le monde, heureusement. Ouais, pas pour tout le monde, mais il y en a. Bien sûr, mais tout ça, c'est de la tricherie. Et donc, j'ose espérer que vous ne trouverez jamais une femme ou un homme politique, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, pour défendre de la tricherie. Donc si quelqu'un invente une maladie pour percevoir des indemnités journalières, je considère qu'il pique de l'argent à la Sécu et que c'est pas bien. Et donc il faut payer des contrôleurs pour aller les traquer et évidemment les sanctionner. Mais moi, j'ai jamais défendu la tricherie. Mais est-ce qu'aujourd'hui la France est capable d'assumer cette tricherie qui est visiblement, et au dire de certains, et on l'a vu sur les réactions des réseaux sociaux aujourd'hui, les gens vraiment, il y avait un ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Il y en a parfois qui s'en vantent même. Il y en a, moi j'ai déjà vu des vidéos tournées sur les réseaux comme quoi ils se vantent d'avoir assez d'argent de la part de la France, des aides, et qui vont pas travailler ou se fatiguer à travailler parce qu'ils ont assez d'aides de la France. Oui, mais c'est choquant. Demandez-leur de le prouver, ça, parce que moi je vous mets au défi de me le prouver. Je pense que ceux qui disent ça, ce sont des mythos qui inventent des situations qui n'existent pas. C'est absolument faux. C'est impossible. Je l'ai lu comme vous, je le vois. Je vois des ce que je considère comme étant des fake news qui passent avec effectivement des gens qui disent moi je vis très très bien les minima sociaux et c'est pas vrai. C'est faux. Pas très bien, mais en tout cas assez confortablement. Alors, le problème, c'est que vous avez même des hommes politiques qui font croire ça. Vous avez des hommes... Vous voyez, je suis très à l'aise pour en parler, parce que c'est mes congénères, ce sont mes collègues, qui parfois mentent quand j'entends certains hommes politiques parler de l'assistanat, et vous expliquer, par exemple, que lorsque vous êtes payé, salarié, 3 000 € bruts, vous percevez 2 200 € net, et qui vous font croire que quand vous avez 2 enfants, vous percevez aussi 2 200 € net. Mais c'est pas du tout comme ça. Les 2 200 € net, c'est qu'il faut avoir également un conjoint qui ne travaille pas, vous-même qui ne travaillez pas, plus 2 enfants. Ça fait 500 € par mois par personne pour vivre. C'est pas tout à fait la même chose, voyez. Donc il faut vraiment vérifier tout ça. Moi, je trouve que c'est extrêmement important quand on dit des choses d'en donner la source. Vous visez qui quand vous dites ça ? Laurent Wauquiez, par exemple, qui très souvent parle de l'assistanat, mais parce qu'en fait, il cherche des clients, il a besoin de faire des voix, et donc il sait que les gens ont envie d'entendre ça, et donc il leur vend ça, ça lui fait des voix. Mais sauf qu'il ment. Et la politique, ça peut pas être mentir pour faire des voix. Justement, restez avec nous sur Sud Radio. Je vais vous poser une question chiffre juste après. On revient sur Sud Radio. Je vais vous poser une question chiffre et j'espère que vous allez me donner les bons. Et là, on pourra analyser la situation avec Julia qui fera une super analyse. J'espère aussi. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France.
Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30 tout pile. On est sur Sud Radio tous les soirs, du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France, avec des sujets d'actualité, de société tous les soirs, commentés par des influenceurs et des politiques, des institutionnels. Je vous garantis que ça vaut le détour. C'est génial. J'adore cette émission. Alors ce soir, on reçoit Julia Paredes, influenceuse aux millions de followers, qui débat en face de Hervé Solignac, député Parti socialiste de l'Ardèche. Le thème, faut-il arrêter d'aider ceux qui ne veulent pas travailler? Et alors je reviens avec une question pour monsieur le député. Combien, alors même si on est censé tous le savoir, mais on se le redit pour nos auditeurs, combien est le SMIC net? 1426 € net par mois, c'est le montant exact, sauf erreur de ma part, à l'euro près. Ok, et combien on touche au minimum au chômage? Au minimum possible? Le chômage, c'est un pourcentage de ce que vous perceviez dans votre dernier salaire. Donc si vous étiez au salaire minimum, ça doit faire dans les 950 000 € environ par mois, avec un SMIC à 1400 €. Le chiffre minimum, monsieur, est de 963 €. Félicitations, vous repartez avec une belle Citroën. on avait le descendant de Monsieur Citroën tout à l'heure sur le plateau. Petit clin d'œil à Cécile de Minibus et son émission. Donc du coup, il y a à peu près 500 € d'écart par mois entre quelqu'un qui est au chômage et quelqu'un qui est au SMIC, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Okay, et le minimum en plus. On a dit le minimum là en chômage. Alors, combien de gens... vous pouvez percevoir moins. C'est-à-dire que vos prestations de chômage, elles diminuent au fil du temps. Après, vous passez vous percevez ce qu'on appelle l'allocation solidarité spécifique, qui est encore moins, et puis ensuite, vous tombez au RSA. Après, quand vous avez ça, vous avez aussi les allocations familiales, vous avez les allocations logement, vous avez tout ça. Les allocations familiales, il faut avoir des enfants. Est-ce qu'on arrive... Oui, si vous en avez qu'un, vous n'avez pas grand-chose. Mais vous dites qu'il n'y a aucune faille dans le système. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut essayer de percevoir plus sans forcément... travailler. Il n'y a pas de système sans faille. Donc, il n'y a pas de système sans faille, donc il y a forcément des gens qui arrivent à tricher. Et cela, encore une fois, faut les traquer, quoi. C'est notre argent, donc il n'est pas question de les laisser faire. Vous estimez les triches à combien en pourcentage sur les? Vous dites qu'il y a 2,5 millions de chômeurs aujourd'hui en France, c'est ça? Vous pensez qu'il y a combien de triches par rapport à ces 2,5 millions à peu près? Je pense qu'il y en a beaucoup. Sur les chômeurs, il y en a très peu en réalité. Mais ce qu'on appelle la fraude sociale, c'est 10 fois moins que la fraude fiscale. Explique-moi pourquoi on parle toujours de la fraude sociale et beaucoup moins de la fraude fiscale. Alors, je peux vous poser une question, moi, et Julia, après je te laisserai intervenir. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a plus de contrôleurs fiscaux que de contrôleurs sociaux? C'est peut-être un problème. C'est grave. Oui, vous avez raison. Non, mais c'est peut-être pour ça qu'il y en a moins, qu'il y a moins de... C'est peut-être parce que les contrôles fiscaux... Une excellente démonstration que vous venez de faire. On en a beaucoup. Je m'en servirai dans l'hémicycle. Mais est-ce que finalement... parce qu'on voit les gens s'offusquer sur les réseaux, on voit Julia va nous en parler, des témoignages de gens qui disent, non, moi j'ai entendu des gens qui disent qu'ils profitent des aides, etc., etc. On voit le ras-le-bol des Français. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un problème justement sur les contrôles? Parce qu'à vous écouter, on a l'impression qu'en fait, les gens, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit, les gens disent qu'ils profitent, mais en fait, ils mentent. Ils profitent pas. Moi, je pense qu'il y a un mythe. Il y a l'idée que la France est une espèce de paradis pour les gens qui ne travaillent pas. Mais encore une fois, je voudrais qu'on me le prouve. Et il y a quand même des choses qui sont, des travaux qui sont faits, qui sont extrêmement sérieux. Par exemple, la DREES, la direction des études et des statistiques, qui est totalement indépendante, neutre, qui vérifie tout ça et qui dit très clairement que les revenus du travail sont largement supérieurs aux revenus sociaux et qu'on a largement intérêt à travailler. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études, toutes les enquêtes le disent de manière très claire. Le problème, c'est que il y a effectivement des gens qui bossent, qui gagnent peu, qui galèrent pour boucler les fins de mois et qui voient sur le palier d'à côté quelqu'un qui ne travaille pas, qui paye des prestations sociales et dont ils s'imaginent que leur vie est aussi belle que la leur. Ce qui peut-être parfois même est vrai, pourquoi pas. Mais ça ne signifie pas que ces prestations sociales soient au niveau de la rémunération de la personne qui travaille. Ça n'est pas le cas, ça n'est pas possible. Et heureusement d'ailleurs. Alors après, il y a le débat, le discours sur le delta. C'est-à-dire ceux qui disent que le delta entre ceux qui perçoivent des minima sociaux et ceux qui travaillent est trop faible. C'est peut-être pas faux, mais c'est pas en diminuant les minima sociaux qu'on va résoudre le problème. C'est en augmentant la rémunération du travail. C'est-à-dire que la dignité dans ce pays, on l'a en percevant un salaire qui correspond à la sueur qu'on donne toute la semaine. C'est ça le vrai sujet. Julia, tu penses quoi, toi? Moi, je suis d'accord, mais après,
Si on parle aussi des aides, on peut aussi parler des taxes, parce que pour moi, c'est le fond du problème. C'est si on taxait moins, justement, on parle du problème dans les campagnes. Si on parle aussi des taxes, si on taxe moins les grosses entreprises, ils auraient envie de rester ici en France, aussi de s'installer, pourquoi pas, je dis pas dans les campagnes, mais voilà, et créer de l'emploi. Parce que monsieur nous disait qu'il y avait moins d'emplois dans les campagnes. D'encourager le Made in France. Voilà, d'encourager le Made in France. Mais si on taxe trop les entreprises et que tout le monde s'en va justement à Dubaï ou ailleurs, c'est ça aussi qui crée le problème des campagnes et du monde rural, comme monsieur le disait. Vous pensez quoi, vous ? Je pense que heureusement les entreprises ne quittent pas toute la France, ça c'est sûr. Certaines. Ensuite, quand on parle de taxes, voyez-vous, on parle jamais du retour sur investissement. Moi, quand je paye une taxe, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que j'ai en face. J'ai pas payé pour que mes enfants aillent à l'école. J'ai eu un accident de vélo dans Paris au mois de juin. J'ai passé 15 jours à l'hôpital. J'ai vu la facture. Oh, ça m'a fait peur quand même. J'ai pas payé. Oui, vous n'avez pas payé. Ben non, j'ai pas payé. Mais parce que les taxes dont vous parlez, chère madame, c'est à travers elles que j'ai payé. Donc en réalité, ces taxes, c'est pas de l'argent qu'on file à je sais pas qui. Bon, il y a une contrepartie derrière et elle a une valeur. C'est des transports, c'est des soins, c'est des policiers, c'est des gendarmes, c'est des magistrats pour juger les délinquants si jamais on est victime de voilà. Et donc c'est tout ça qu'il faut mesurer. On peut poser le débat de la baisse des taxes, mais ça veut dire qu'il faut qu'on dise aussi à quoi on renonce. Moi, je veux bien défendre moins de taxes, mais dans ces cas-là, oui, mais ça peut avoir des avantages, comme justement recréer des emplois, etc. En fait, faut pas. On peut peser le pour et le contre. Ça peut créer d'autres choses positives derrière. C'est une affaire d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut effectivement ne pas piquer tout l'argent que peuvent produire les entreprises. Une entreprise qui produit des richesses, c'est pas pour que tout disparaisse, c'est pour que effectivement elles puissent les réinvestir, grandir, se développer, mieux rémunérer les salariés et créer d'autres emplois. C'est ça qu'il faut permettre. Et donc c'est une affaire d'équilibre. Et vous avez raison, si on va trop loin, le risque est qu'à un moment donné, les entreprises quittent la France. Mais on fait quand même partie des pays les plus taxés du monde. Non, c'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai. Alors et puis en plus, il n'y a pas de gens qui trichent. Non, je vous ai pas dit qu'il y avait. une jolie manche, en tout cas. Je vous ai dit qu'il y avait des gens qui trichaient. C'est même le premier à vous dire ça. Oui, mais on est quand même hyper taxés en France. Les politiques sont les premiers à tricher. On est. Bon, alors écoutez, moi je dois être. Ça, c'est tes idées reçues, Mathias. Pas encore été mis en examen. Ce qu'on entend. Ça n'engage que toi. Tout ce que les gens ils réagissent, comment ils réagissent sur les réseaux. C'est vrai que, en fait, les politiques, quand on parle de ça, des aides et tout, ils se dédouanent, ils disent ouais, il faudrait réduire ça. Mais quand on demande aux politiques de réduire ce qu'eux ils touchent et les avantages, là, ça commence à parler un peu. Ça bégaye. Oui, je veux bien qu'on en parle si vous voulez. Non, vous alors. Vous gagnez combien vous? Comment? Vous gagnez combien vous? Un peu plus de 3 000 euros par mois. Écoutez, je gagne 1500 balles de plus que vous. Voilà. Alors justement, on n'a pas fait l'entretien qu'on voulait faire, Mathias, pour baisser le salaire. Non, mais combien d'heures vous travaillez? Je travaille beaucoup. Alors justement, c'est un autre problème. En vérité, je fais du 10h, 21h. Oh, c'est pas beaucoup. Arrête, je t'en prie, Mathias. Magali, justifie mon salaire comme ça. C'est toi qui je signale que l'Assemblée nationale, c'est 9h minuit. Alors, non, moi je retiens une phrase très intéressante qu'a dit un de nos députés, un député qui est venu ici sur le plateau, je me souviens plus lequel, mais si Winnie me retrouve le nom, qui a dit qu'il avait fait le calcul de ses heures de travail, il tombe à 2,35 € par heure. Parce que vous travaillez énormément d'heures. Donc en fait, il habite dans les Bouches-du-Rhône, votre député, non? Je sais plus. Vous pensez à qui, vous? Non, j'ai pas donné de nom. Moi, je suis d'accord sur ce que vous dites. Moi, je parlais pas de moi personnellement, mais on parle de tous les Français qui sont en galère et qui voient, nous, ce qu'on fait, l'émission qu'on fait depuis le début, c'est que c'est un énorme bordel en politique. Et les Français qui sont en galère, ils n'ont pas les mêmes aides, ils n'ont pas les mêmes avantages. Quand on voit que le Cornu, heureusement qu'il a renoncé à la prime pour les ministres, vous savez, quand il y a eu bien sûr. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il a renoncé parce que tous les Français, ils ont dit ouais, c'est pas normal, c'est pas normal. Ils se sont rebellés. Que derrière, au final, vous pensez ça aurait été absolument indécent que des personnes qui restent ministres 24 heures perçoivent effectivement une rémunération pendant 3 mois. Ça aurait été indécent. Peut-être, vous avez raison, peut-être que c'est parce qu'on en a parlé. Mais c'était Christian Baptiste qui nous a dit les 2,35 €. Les 2,37 €, oui. Enfin, faites le calcul quand même, ça voudrait dire que le garçon, il travaille 28 heures par jour et il n'a que 24, quoi. Enfin, je n'ai pas fait le calcul, mais
Après, ce qui est vrai, c'est que, par exemple, en ce moment, on est dans... C'est un député PS. Oui, non, mais je le connais. Je le connais. Alors, un petit message de Clémentine Autain. Qu'est-ce que tu nous fais sur le plateau là je vais le voir ce soir quand je vais retourner dans l'hémicycle et je vais lui demander comment il a fait son calcul. Mais ce qui est vrai, c'est que, par exemple, en ce moment, on est dans une séquence budgétaire. Ça commence le matin à 9h et ça se termine le soir à minuit avec une pause pour déjeuner à midi et une pause pour déjeuner. Moi, je sais que le travail de le salaire des députés, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en France, Julia, il y a des gens qui profitent du système, qui préfèrent rester chez eux avec toutes les aides, le cumul, si on cumule toutes les aides, entre les allocs, entre les APL, entre le chômage, entre tout ça, la question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent recevoir et rester tranquillou à la maison plutôt que d'aller travailler? Et moi, je pense que oui. Et au jour d'aujourd'hui, il y a eu des reportages qui ont montré que même des cadres... Tout le monde gratte, quoi. Non, mais surtout parce qu'ils n'ont pas le choix. En gros, monsieur le député, est-ce que la France est un pays de gratteurs? Voilà, c'est la question un peu à la Jones, c'est un peu ça. Moi, je suis fatigué qu'on stigmatise la France. Comme si la France était le pays dans le monde le moins vertueux, un pays de gratteurs, et qu'il faisait bon vivre partout ailleurs, sauf en France. Bon, il faut arrêter de dire des bêtises. Il y a évidemment des gratteurs en France, comme vous le dites, mais je pense pas qu'il y en ait plus qu'ailleurs. Et si vous voulez qu'on parle de ceux qui perçoivent des allocations quand ils ne travaillent pas, allons-y. Le RSA aujourd'hui en France, c'est 646 €. Si vous ajoutez à ça vos allocations de logement, elles sont plafonnées. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui s'additionnent de manière totale. Ça se voit. Donc quelqu'un qui est seul perçoit 820 €. RSA plus allocation logement. Mais là, ce que vous dites, c'est bien parce qu'en fait, sur le live Instagram, on a 820. Je termine juste pour vous dire que 820 €. S'il y a une personne qui me dit, je suis cocagne avec 820 €, je vis super bien, je remplis mon caddie, je pars en vacances et je m'achète des belles fringues, mais amenez-le-moi. Dites-moi. Vous voyez ce que je veux dire. La question est, et quand même, je veux terminer en vous rappelant que il y a aussi des personnes qui sont en situation de handicap, allocation du handicapé, c'est 1000 balles, 1033 je crois, et des personnes âgées qui n'ont pas assez cotisé dans leur vie pour avoir une retraite, c'est aussi 1000 balles. Mais est-ce qu'on n'aurait pas envie de leur donner plus à ces personnes âgées justement, plutôt que donner à des gens qui ont la fleur de l'âge et qui peuvent aller travailler? Oui, mais en Europe, le régime qui traite le mieux ces personnes âgées, c'est en France. Ah bon? Ah oui. Ah bah dis donc, il y a du boulot quand même. Alors, oui, il y a des progrès encore à faire. Ok. Sur le live Instagram, il y a une petite réaction qui disait « Merci beaucoup à la France parce que grâce au chômage, j'ai pu lancer mon entreprise ». Alors ça, on va en parler après. Restez avec nous sur Sud Radio et on va revenir sur ce sujet-là aussi de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'ils sont aidés, pas aidés, où on en est? À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h43, nous sommes en direct avec un débat là qui est très sympathique, un débat qui est très constructif entre Julia Paredes, influenceuse, avec Hervé Solignac, député du Parti Socialiste de l'Ardèche. Faut-il arrêter d'aider ceux qui ne veulent pas travailler? Alors, justement, moi j'ai deux questions à vous poser et vous allez me dire ce que vous en pensez. La dernière fois, j'ai fait un débat sur une chaîne où je parlais avec un jeune homme qui disait il nous faudrait le RSA pour les jeunes étudiants. Et moi, je lui ai répondu, écoute, on a tous été dans le même cas. Moi aussi, j'ai pas eu mes parents derrière. J'ai dû me lever le matin, plus que les autres, pour me sortir un peu les doigts des fesses. Excusez-moi du terme, j'ai choqué la France entière, et aller travailler en même temps que de faire mes études, etc. Parce que des fois, on n'a pas de choix. Et puis, c'est ça la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est d'aller travailler, de se lever tôt le matin, de vraiment faire le maximum pour essayer de vivre, de survivre et de pouvoir avancer et évoluer dans la vie. Et là, j'ai offusqué, mais alors tout le monde, on m'a dit, mais comment les étudiants, les pauvres? Alors bien sûr, les étudiants et pauvres, j'y suis passée, mais est-ce qu'on n'est pas en train quand vous avez un jeune de 20 ans qui vous demande le RSA est-ce que c'est pas lunaire ou est-ce que c'est normal et vous pensez que c'est une bonne idée? Je pense qu'on n'est pas tous à égalité là-dessus, qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui sont obligés d'abandonner l'idée de faire des études parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et ça, dans un pays aussi riche que la France, ça me gêne vraiment. Après, il y a des parents qui doivent assumer leurs responsabilités, leurs obligations, c'est-à-dire si ils ont des salaires, ils doivent pourvoir
aux besoins de leurs enfants qui veulent faire des études. Et que moi, je rêverais dans un pays où tous les enfants peuvent faire des études parce que leurs parents ont les moyens de leur en payer. Mais c'est pas le cas. Et donc, je trouve que les choses sont mal faites. Mais pour moi, il s'agit pas il est hors de question de donner des revenus à tous les jeunes de 20 ans pour qu'ils viennent passer les vacances en Ardèche. S'ils viennent passer les vacances en Ardèche, c'est super, mais même ça, je le souhaite pas. En revanche, aujourd'hui, si vous regardez ce que sont les bourses pour des jeunes étudiants, c'est absolument honteux. On est quasiment on est à l'avant-dernier rang, je crois, en Europe pour le niveau des bourses aux étudiants qui sont en difficulté. C'est pas normal, quoi. Tu penses quoi, toi, Julia, de ça ? Moi, en fait, alors j'ai peut-être l'esprit un peu bizarre, mais pour moi, tant que tu es en pleine santé, alors jeune ou moins jeune, mais tant que tu es en pleine santé, tu as tes deux jambes, tu as tes deux bras, tu as ton esprit pour pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire, tu peux aller travailler. Tu fais tes études, moi, comme toi, je l'ai fait, j'ai été travailler à côté. Tu vois, tu as fait des études de journalisme. Hein, ouais, j'ai fait mes études de journalisme et j'ai fait 5 ans. Donc, moi, à côté, je faisais les restos. Tu vois, je dormais à peine. Oui, je faisais les restos, j'étudiais. Repasser. Ah, c'est pour ça que maintenant, j'ai dit à mon mari, moi, je repasse plus. Hein, c'est fini. Hein. Non, je faisais tout, mais parce que pour moi, en fait, du moment où tu peux le faire, tu peux pas profiter des aides et te dire tu restes chez toi parce que c'est bon, t'as assez d'aides. Bon, après, il faut avoir aussi de l'ambition, etc. Mais pour moi, je pense que si tu peux le faire, tu te lèves, tu travailles. Un jeune de 20 ans qui réclame le RSA, ça te choque ? Ouais, moi, ça me choque. Dans la démarche, ça me choque. Ça vous choque pas, vous, monsieur le député ? En fait, j'en vois pas beaucoup, donc des jeunes qui me disent filez-moi le RSA, j'en vois pas beaucoup. Mais si jamais quelqu'un vous le demande. Par contre, je vois des jeunes, c'est-à-dire que je vois des jeunes qui me disent je veux faire des études et j'ai pas les moyens d'en faire. Et quand je vois les files qui sont sous-populaires pour des étudiants qui font un repas par jour, je me dis qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Ça me convient pas. Ça me chagrine qu'on soit pas capable de. Par exemple, on parlait des retraités tout à l'heure. Julien nous disait qu'à Dubaï, les retraités dubaïotes sont aidés. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai eu ma grand-mère, par exemple. Moi, à 20 ans, j'aurais préféré aller 10 fois plus au travail et laisser les aides que j'aurais pu toucher à ma grand-mère pour qu'elle ait une retraite plus élevée. Mais à 20 ans, vous n'avez pas d'aide. Ça n'existe pas, il n'y a rien. Il y a rien. Oui, mais à ceux qui le demandent. Entre 18 et 25 ans, il y a un trou dans la raquette. En fait, en France, vous avez des aides à tous les âges de la vie, de 0 jusqu'à votre mort. C'est-à-dire que quand vous arrivez au monde, il y a déjà des aides possibles, des allocations. Non mais je vous parle des minima sociaux, moi. Je vous parle des aides sociales. Vous confondez la nature des aides, là. Je parle des aides pour vivre. Ça, c'est l'aide au logement, c'est pour payer son logement. Je parle d'une aide pour vivre. Allocation chômage, RSA, prestations compensatoires du handicap. Je parle des aides pour vivre. Bon. Eh bien, entre 18 et 25 ans, il y a un trou dans la raquette. Il n'y a pas d'aide du tout. Et regardez un peu ce qui se fait dans les autres pays d'Europe. Regardez en Angleterre, en Espagne, regardez en Europe du Nord. Il y a des aides à tous les âges de la vie. En France, il y a un trou dans la raquette. Et le discours que je n'ai jamais vraiment compris, c'est celui qui consiste à dire moi j'en ai, pardon pour la vulgarité, moi j'en ai chié parce que je suis allé travailler, j'étais en bonne santé, vous l'avez dit tout à l'heure, et donc les autres, ça doit être pareil. Je suis pas certain que ce soit la meilleure façon de penser. Je suis d'accord avec vous, mais par contre, ok, il y a un trou dans la raquette entre 18 et 25, mais alors je vous redis pour les 35 ans, par exemple à 35 ans, quand j'ai la force pour aller travailler, la vérité, c'est j'aurais aimé j'en ai pas touché moi des aides, mais j'aurais aimé ne pas toucher d'aide et laisser ma grand-mère les avoir, ces aides-là, qu'elle vive dignement. Vous voyez ce que je veux dire ? Plutôt qu'à 35 ans. Et en fait, il y a un problème d'équilibre en France, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a pas assez d'argent pour tout le monde. Donc il y en a forcément qui souffrent. Mais là, le problème, c'est que comme on répartit un petit peu des miettes à tout le monde, en fait, tout le monde souffre. En France, là, c'est le budget. Hein. Donc, du coup, le souci, c'est on se dit, ok, il faut qu'il y en a qui se sacrifient un petit peu plus. Est-ce que c'est pas aux gens qui sont en bonne santé de sacrifier un petit peu plus pour laisser justement nos vieilles personnes, nos retraités, avoir plus ? Vous pensez quoi de ça ? Mais ce que je pense, c'est qu'il y a 2 minutes, vous avez demandé moins de taxes. Et que là, vous demandez finalement plus de moyens. Non, mais dites-moi simplement, juste réguler les aides. Qui vous enlevez des aides pour les donner, par exemple, aux personnes âgées, qui en ont des aides. Parce que même si vous n'avez pas du tout travaillé en France, 0. Imaginons que vous n'avez pas travaillé. Vous êtes, peu importe un homme ou une femme, vous n'avez pas travaillé. Vous avez droit à l'ASPA, l'allocation de solidarité spécifique pour personnes âgées. On est un des rares pays au monde, vous avez un peu plus de 1 000 € si vous n'avez pas de retraite, pas travaillé du tout. Voilà. Donc, on fait quoi avec 1 000 €? Pas grand-chose, je vous l'accorde, je suis d'accord. On fait pas grand-chose. Mais c'est comme tu dis, il y a des miettes un peu partout. On n'a rien cotisé.
absolument rien cotisé. Donc vous voyez ce que je veux dire. En France, aucune personne est privée de rentrer dans une maison de retraite, même si elle a zéro moyen pour la payer, parce qu'il y a une prise en charge. Après, pour voir les conditions de la maison de retraite. Oui, non, mais on peut parler de tout ça, on est d'accord, on peut parler de tout ça. Mais ce que je veux vous dire, moi, c'est que en réalité, les dispositifs existent à peu près pour tout le monde. 18-25 ans, il n'y a rien. Voilà. On peut toujours penser que c'est normal parce qu'ils doivent aller bosser. Moi, je pense que certains, peut-être, peuvent aller bosser. Je pense surtout que certains ont des parents qui doivent s'occuper d'eux. Mais qu'il y a des jeunes, j'en ai vu. Moi, j'ai eu un collaborateur qui était absolument brillant, qui a fait des études, etc. Et qui n'avait pas forcément ses parents derrière lui et qui aurait peut-être aimé qu'il y ait une aide. Ça aurait été juste, voilà. Bon. Vous mettrez quoi en place pour ça ? Pour les 18-25 ans. Je trouve que simplement le système des bourses aujourd'hui est dérisoire quand vous pensez que certes, des jeunes étudiants ont 150 euros de bourse. Comment vous faites avec 150 euros ? Vous voyez, c'est ridicule, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on peut reprocher à des citoyens de vouloir mieux vivre plutôt que simplement survivre ? Vouloir mieux vivre, je me permettrai pas de reprocher ça à qui que ce soit. Vous savez, moi, je rêve d'un pays où il n'y ait plus d'aide sociale. Je rêve d'un pays où, effectivement, tout le monde a un travail bien rémunéré. Puis quand vous arrivez à une soixantaine d'années, il y a la retraite qui arrive. Et puis une bonne pension de retraite. Je rêve de ça. Bon, on n'en est pas tout à fait là encore, et donc il faut imaginer des dispositifs de solidarité pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent déclassés à la rue, obligés d'aller mendier, voire obligés d'aller faire des bêtises. Et ces jeunes qui ont envie d'entreprendre, ces jeunes qui ont envie aujourd'hui de monter une entreprise, etc. Comment on les encourage ? Parce que finalement, est-ce que vous trouvez qu'on encourage aujourd'hui les jeunes à entreprendre en France ? Parce qu'on aide beaucoup ceux qui ne veulent pas entreprendre, mais est-ce qu'on aide ceux qui veulent entreprendre ? Par exemple, une personne de 30 ans aujourd'hui ou de 25 ans qui vient et qui dit voilà, moi je veux créer une société, je veux me lancer mais j'ai pas d'argent. On lui donne rien. Mais par contre, on donne de l'argent à ceux qui vous disent moi je suis désolée, je trouve pas de travail, je reste chez moi. Magali, vous êtes une vraie Française. Vous êtes une vraie Française. Ah, moi j'aime la France. Parce que oui, moi aussi. Mais la question que vous venez de poser là, il faut être française pour la poser. Pourquoi ? Parce que nulle part au monde ça existe, ce que vous dites. Allez voir aux États-Unis si on va. Il y a des banques qui vont vous prêter de l'argent. Aux États-Unis, il y a des banques qui vont vous prêter de l'argent. Mais allez voir. Trouvez-moi un pays où, quand vous voulez entreprendre à des fins personnelles, donc privées, monter votre société, vous allez. Et créer de l'emploi, du coup. Et créer de l'emploi. Vous allez crouler sous l'argent public pour vous aider. Non, je pense que ce qu'il faut faire, c'est inciter les jeunes à entreprendre. Parce que ça, je trouve que c'est important. D'abord en leur disant que c'est peut-être une belle façon de s'épanouir que de créer sa société, de créer des richesses, créer des emplois, la développer, etc. Donc inciter les jeunes à entreprendre, les accompagner parce que c'est compliqué sur des formalités administratives, on a peur, etc., etc. Bon, mais il y a que en France où on se dit pourquoi il n'y a pas de l'argent public qui les aiderait à créer leur entreprise. Je vous assure que ça existe quasiment nulle part. Parce que ça créerait peut-être de l'emploi. D'encourager les gens à entreprendre, ça pourrait sortir les gens du chômage et créer de l'emploi. Aussi, automatiquement. Oui. Pour vous, c'est bien d'entreprendre en France. Comprenez que il y a un paradoxe dans ce que vous me dites. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne créez que des dépenses dans votre discours. Non. Parce que aider. Et moi, je serais ravi qu'on puisse peut-être mieux aider les jeunes à entreprendre. Mais vous le dites vous-même, 1 000 € par mois pour une personne âgée qui n'a pas à cotiser, c'est pas viable. Des étudiants qui ont pas un rond, comment ils font, etc. Donc moi je bien, et en même temps vous demandez moins de taxes aussi. Donc non, ça c'est Juliette qui demande moins de taxes. Ça va devenir compliqué. Et la responsabilité de l'homme politique, c'est de penser les dépenses mais les recettes en même temps. Donc moi j'ai plein d'idées pour dépenser de l'argent, mais je sais que parfois c'est pas possible parce que je sais pas où on va aller chercher l'argent. Magali aussi, elle en a des idées pour dépenser de l'argent. Ah ouais, ça grâce à Dieu. Le shopping, on adore. Alors, on va passer à notre moment préféré de l'émission. C'est le moment préféré de nos auditeurs, les questions Flash and Cash. Les questions Flash et Cash. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu mon jingle, ma petite musique d'IA là. Mais vraiment. L'IA. Non, parce que l'IA m'a fait une musique pour l'émission. Je l'ai entendue, elle est sympa d'ailleurs. Elle est extraordinaire. Je l'adore. Alors, les questions Flash and Cash, c'est des questions directes, simples, réponses courtes, simples, sans filtre et sans tabou. Vous dites tout ce que vous pensez. On va vous sortir les noms de toute l'Assemblée nationale. C'est dangereux pour les politiciens. Romain Eskenazi, c'est votre collègue, c'est un des porte-parole du PS. Oui, absolument. Alors, moi, je l'adore.
Voilà, moi aussi, je le dis, je l'adore. Alors, Hervé Solignac, pensez-vous que la loi Zuckman peut réellement arriver en France? Je l'espère. Voilà. Oui, je l'espère. Et elle finira par advenir, j'en suis à peu près certain. Alors, Julia Paredes, attention, cette question est lourde. Si demain tu étais présidente de la République, quelle serait ta première loi? Vas-y, balance. Je vais faire par rapport au sujet de ce soir, faire un contrôle un peu plus pointu et donner un peu moins d'aide à ceux qui ne le méritent pas, entre guillemets, et donner plus d'aide par exemple aux retraités qui galèrent à manger alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, réguler un peu les choses. Je ferais ça. Elle est pas mauvaise. Oui, c'est bien, c'est un peu de justice sociale, ça fait pas de mal. Justicière. Julia Paredes, présidente, s'il vous plaît. Hervé Solignac, de plus en plus, les Français ont du mal à finir les fins de mois et achètent donc au moins cher. Pensez-vous que le bio, le Made in France, ne risque pas d'être les premiers à souffrir de ces problèmes des finances des Français? Oui, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que malheureusement, au moins on a d'argent, au plus on mange mal. Ça, c'est le constat qu'on fait, et c'est le défi qui se pose à nous, les politiques, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse manger bien et pas trop cher. Et je pense que c'est faisable. Vous voyez, chez moi en Ardèche, vous arrivez à trouver des fruits, des légumes de très grande qualité à un prix tout à fait abordable, probablement bien plus que d'ailleurs quand on habite dans Paris, par exemple. Julia Paredes, tu bosses dans un métier on va dire artistique. Je suis artiste. Est-ce que tu penses qu'il faut créer des lois pour protéger les jeunes de la chirurgie esthétique? Ah oui. C'est bizarre que tu me poses cette question à moi, pourquoi? Non, parce que t'es toute refaite comme moi. Oui. Voilà. Le bilan carbone, il n'est pas ouf. T'es toute refaite comme moi, on assume. C'est vrai, on assume. Hervé Solignac, Marine Tondelier serait-elle une bonne candidate à l'élection présidentielle? Candidate, chacun est libre de l'être. Ah ouais? Ça serait qui pour vous votre meilleur candidat là? Si on vous dit, allez. Moi? À vous? À vous? Allons-y. Présentez-vous. Je l'adore, Hervé, ça y est. C'est une blague ou c'est une petite vérité? Non, on n'allait pas faire un communiqué déjà sur les réseaux, à l'AFP, quelqu'un qui aurait un discours de sincérité, parce que je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui aux Français. Sentir que dans la parole d'un politique, il y a de la sincérité. Alors, question flash and cash, un nom comme ça. Il nous faut un nom. Moi, j'ai pas de nom, je vous dirai pas. Allez, il a dit lui, il a dit lui. Je vous dirai pas. Mais on est en famille ici. Ça sortira pas d'ici. Olivier Faure? Je vous le dirai pas. Olivier Faure, c'est un bon président. Je vous le dirai pas. Ah, c'est un homme de valeur, solide, qui a une belle expérience. On va pas l'avoir. Il a validé Olivier Faure. Allez, merci beaucoup. Je vous remercie. En tout cas, merci Julia Paredes. Merci avec plaisir. Hervé Solignac. Ma musique, s'il vous plaît, écoutez ça. Merci Mathias. Merci à toi Magali. Et alors, on se retrouve lundi à 20h sur Sud Radio. Vous allez me manquer ce week-end. Et tout de suite, sur Sud Radio, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité. Attention, le chanteur Hugo Frey. Ah, bah oui. Hugo Frey. S'il vous plaît. Ça, c'est uniquement sur Sud Radio. Qui vit dans le Nord parce qu'il est au frais. Allez. À lundi, tout le monde. Il est fou, ce mec. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.